France Inter. It's Morning Edition from NPR News. MCT 3年嘅後時 حاليا راديو روزانا بباريس. Faut pas changer de radio. France Inter. Le 18-20. Christelle Rebière. Un jour dans le monde, un jour au Royaume-Uni ce soir. Sérieusement, il s'agit d'un plan économique qui changera la croissance britannique à long terme pour le meilleur. Nous nous attaquons au plus grand défi de notre économie. Personne ne souhaite une augmentation des impôts, tout comme personne ne souhaite une réduction des dépenses publiques. Mais nous devons être réalistes quant à la situation de notre pays. Un budget annoncé comme douloureux, un trou noir dans la caisse laissée par ses prédécesseurs, une dette colossale, des hausses de taxes à suivre et un Premier ministre qui joue son avenir politique. Vous écoutez bien Un jour dans le monde, et si vous avez l'impression d'entendre parler du projet de budget de Michel Barnier, c'est que les ressemblances sont grandes avec ce qui se passe outre-Manche. La copie budgétaire du nouveau Premier ministre britannique, le travailliste Keir Starmer, sera présentée demain devant la Chambre des communes par la voix de sa ministre des Finances. Moins de 4 mois après son arrivée au 10 Downing Street, il va devoir convaincre. Alors pour en parler avec nous ce soir, John Henley, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le correspondant Europe du quotidien The Guardian. C'est un moment clé pour sa crédibilité et sa popularité. Il lui faut trouver 40 milliards de livres, faire un grand écart entre une certaine orthodoxie budgétaire et la promesse qu'il a faite à ses électeurs de ne pas augmenter leurs taxes et leurs impôts. C'est tout à fait ça. Oui, comme vous l'avez dit, la chancelière, la première chancelière de l'échiquier, donc le ministre des Finances, Rachel Reeves, elle envisage de libérer quelques 40 milliards par une combinaison de doses d'impôts et de réduction dans les dépenses quotidiennes de l'État. Et elle compte aussi pouvoir changer les règles ou changer la définition de comment la Grande-Bretagne définit la dette pour pouvoir emprunter jusqu'à 50 milliards. Et comme vous dites aussi, c'est un grand pari, justement parce que pendant la campagne, Keir Starmer, le leader du parti travailliste, avait promis pas de dose d'impôt et pas de réduction de dépenses publiques et pas d'augmentation de la dette. Donc il est vraiment, il marche sur un chemin extrêmement étroit, surtout parce que depuis donc le mois de juillet, quand il est devenu Premier ministre, il a vu son taux de popularité chuter. On va y venir. Vraiment en chute libre. Oui, on va y venir. Pour rester sur le budget, il faut quand même bien comprendre que le positionnement budgétaire de Keir Starmer, porté donc par sa ministre, est au centre. Il est au centre, mais il est pro-business. Le Labour se revendique comme étant le parti des entreprises. C'est pas du tout comme ici. C'est ça. Je pense que ça a toujours été le cas. Ça a depuis longtemps été le cas. Moi, j'étais correspondant à Paris déjà quand Tony Blair était Premier ministre et Tony Blair, donc Premier ministre travailliste. C'était le dernier, le plus récent avant Keir Starmer. Et Tony Blair, à l'époque, il aurait été, je pense, un bon ministre de finances de Nicolas Sarkozy en France. Par contre, en Angleterre, il compte comme travailliste, centriste, certes, mais travailliste. Mais c'était tout le pari, en fait, de Keir Starmer pour se faire élire. Et en fait, il est piégé, en quelque sorte, par les promesses qu'il a fait pendant C'est-à-dire les promesses, pas de hausse d'impôts. Exactement, pas de hausse d'impôts, pas d'augmentation du niveau de la dette, parce que ce qui compte pour un parti travailliste, parti de centre-gauche, d'être élu en Grande-Bretagne, il faut surtout que ce parti se présente comme responsable avec les finances, avec l'économie. Donc il a fait des promesses et ça rend la tâche maintenant extrêmement difficile. Mais la dette frôle les 100% du PIB. Quelle est sa crédibilité justement à Keir Starmer sur les marchés financiers aujourd'hui? Rachel Reeves, c'est assez technique. Elle compte pouvoir redéfinir. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, redéfinir la dette. Oui, exactement. Le concept ou comment on comptabilise la dette, en fait. Oui, mais c'est un tour de passe-passe. Je pense que ça pourrait passer dans le sens où Starmer, il est apprécié par les marchés dans le sens où il est pragmatique, il est rationnel, il est logique.
logique, il est très prudent. En gros, il est tout l'inverse de Boris Johnson et de Liz Truss, ses prédécesseurs comme premier ministre du Parti conservateur. Vous vous souvenez bien, Liz Truss qui a survécu 49 jours comme première ministre et qui a réussi à faire chuter l'économie britannique avec une dette d'à peu près 30 milliards. Oui. Alors, qui est-il, cet homme arrivé au pouvoir, donc il y a presque 4 mois pile, avec un score record pour les travaillistes? C'était leur meilleur résultat depuis 97 et Tony Blair, on en parlait. C'est un ancien avocat, mais qui ne brille pas dans ses discours. C'est cette sobriété, au fond, qui a séduit les électeurs après les années de Johnson décoiffées? En partie, il est très sobre, il est très prudent, il est très logique. Mais en fait, en fin de compte, je pense que c'était plutôt le résultat de ces élections, c'était plutôt un rejet du Parti conservateur qu'un vote adhésion pour exactement le Parti travailliste. Le Parti travailliste a une majorité très importante dans la Chambre des communes, à peu près 2/3 des sièges, mais il a été élu avec seulement 1/3 du vote. Et il en a conscience? Donc, il en a conscience, et il n'a pas fait ça a été un peu un baptême de feu. Il y avait les émeutes, ces émeutes extraordinaires sur l'immigration en début d'été. On va en parler. Ensuite, il a été rattrapé par un scandale vraiment de débutants qu'on appelle Freebiegate en anglais, c'est-à-dire des cadeaux, des histoires de cadeaux, de places de concerts, de matchs de foot, etc. Donnés par un riche donateur. Je voulais qu'on en parle justement avec notre correspondant, parce que Richard Place est en ligne avec nous. Bonsoir Richard. Bonsoir. Correspondant à Londres de France Inter. On le disait, son étoile a vite pâli au bout des fameux 100 jours, et les 2/3 des Britanniques ont une opinion défavorable aujourd'hui de Keir Starmer. Et cette dégringolade, elle est due à cette affaire, entre autres, de cadeaux. Oui, absolument. Il y a cette affaire de cadeaux qui a largement contribué à le faire chuter dans les sondages, parce que il avait l'inconvénient de cette image de type pas marrant, d'anti-Boris Johnson, vous l'avez dit, mais il avait aussi les avantages qui vont avec. Un ancien procureur général, un homme sérieux et discipliné. Et puis, il y a cette histoire de cadeaux, des costumes, des lunettes, des tenues pour sa femme, des places pour un concert de Taylor Swift et pour des matchs d'Arsenal. On parle quand même d'un montant global qui dépasse les 120 000 €, des cadeaux qui venaient d'un donateur du Parti travailliste, un homme d'affaires qui fait partie de la Chambre des Lords. Starmer a fini par rembourser, mais une toute petite partie de cette somme, et les dégâts d'image sont là. Pour certains électeurs, la statue s'est fissurée. Son discours aujourd'hui sur les efforts que chacun doit fournir en ces temps difficiles, ça passe évidemment beaucoup moins bien. Vous diriez comme John Henley que c'est une faute de débutant ? Clairement, c'est une faute de débutant, parce qu'il ne l'a pas vu venir, il s'est empêtré, et les révélations sont allées crescendo au fur et à mesure des jours, et on voyait bien qu'il ne savait pas comment s'en sortir, et il a mis longtemps d'ailleurs à finir par dire qu'il allait rembourser une toute petite partie de ces cadeaux-là, mais on a bien vu à ce moment-là qu'il n'avait pas du tout prévu le coup. Alors, il est aussi très attendu, John Henley, Keir Starmer, sur la santé publique, la fameuse NHS qui est au bord du coma. Le gouvernement annonce d'ailleurs ce matin que malgré la discipline budgétaire, il va investir des milliards. Il va essayer d'investir des milliards. Le ministre de la Santé a aussi dit aujourd'hui qu'il va falloir plus d'un budget pour mettre le NHS sur ses pieds. Mais c'est vraiment quelque chose que les Britanniques attendent beaucoup sur le NHS. Et c'est aussi une chose, je pense qu'il faut peut-être le relever, à côté de ce scandale des cadeaux, il y a aussi 2 mesures qui ont été prises par ce gouvernement dans ces premiers mois, qui ont vraiment mené des électeurs, surtout de gauche, à se demander si c'est vraiment un gouvernement de gauche. C'est-à-dire qu'ils ont maintenu, par exemple, une décision
par le gouvernement précédent, conservateur, de limiter les allocations familiales à 2 enfants. C'est-à-dire que si vous êtes une famille nombreuse et vous êtes éligible à recevoir des allocations familiales, vous n'aurez pas plus si vous avez 2 enfants ou 5 enfants. D'accord. Et ça peut compter jusqu'à, par exemple, 4 000 euros, 3500 pounds par enfant, par an. C'est une somme énorme pour les familles les plus démunies. C'était une mesure extrêmement impopulaire qui a été mise en œuvre par le gouvernement précédent. Les électeurs travaillistes s'y attendaient à ce que le nouveau gouvernement de Keir Starmer allait l'abolir. Ils n'ont pas fait. Et il ne veut pas au nom d'une certaine orthodoxie budgétaire. Exactement. Au nom de cette responsabilité, de ce sérieux avec les finances et avec l'économie. Alors que c'est en fait c'est peut-être un peu bizarre parce que tout le monde, je pense, comprend que pour remettre la Grande-Bretagne sur ses pieds, l'économie britannique sur ses pieds, après le Brexit, après le Covid, après 14 ans de manque d'investissement dans l'infrastructure du gouvernement public, du gouvernement conservateur, il va falloir augmenter quelques impôts et réduire quelques dépenses. Alors l'immigration, on avait commencé à l'évoquer, reste un sujet central avec une montée de l'extrême droite de Nigel Farage. On se souvient aussi des émeutes anti-migrants de cet été, parties sur des rumeurs. Samedi dernier encore, des milliers de personnes ont défilé à Londres pour réclamer un durcissement de la loi immigration. Richard Place, vous l'avez d'ailleurs couverte, cette manifestation, racontez-nous. Oui, et dans ce cortège qui allait de la gare de Victoria jusqu'à Westminster, dans le cœur vraiment de Londres, il y avait beaucoup de monde. Il y avait par exemple Peggy, une retraitée des Midlands dans le nord de l'Angleterre. Tout va de travers dans ce pays. Aucun jeune aujourd'hui ne peut trouver un logement. Ils ne peuvent pas acheter, ils ne peuvent pas louer. Les loyers s'envolent partout. Parce que l'on doit héberger les migrants. On ne les empêche pas de venir. Il n'y a pas assez de médecins pour nous. Et eux, ils ont des soins dentaires gratuits. Les gens en ont assez. Vous l'avez entendu, est-ce que c'est un sujet crucial pour les Anglais, juste après le système de santé, ou pas tant que ça? C'est un sujet très important. Pas numéro 1, c'est vraiment le coût de la vie, je pense, qui est devenu le sujet vraiment central. Mais l'immigration, ça compte pour beaucoup. C'est un débat qu'on entend vraiment partout en Europe, en France, en Allemagne, même dans les mêmes termes, en Scandinavie, exactement dans les mêmes termes. Et c'est surtout une question extrêmement politique pour les partis du centre, pour les partis de centre-gauche, comme le Parti travailliste en Grande-Bretagne, qui se retrouve maintenant avec ses 400 sièges, mais dans 90 de ces circonscriptions, le Parti travailliste est numéro 1, mais numéro 2, c'est le Parti Réforme de Nigel Farage, anti-immigration, anti-Europe. Donc il y a une pression énorme politique pour pas être trop généreux sur cette question d'immigration. Rapidement, John Elderry, ce sera ma dernière question. Est-ce que c'est vraiment le sujet le plus périlleux pour lui ou c'est le budget ? Non, je pense que c'est le budget et c'est surtout de pouvoir, je pense, présenter une vraie vision, une vraie stratégie. Il donne l'impression pour l'instant d'être trop dans la gestion. Et ce qui manque, par exemple, si on compare avec Tony Blair, c'est cette vision globale d'une stratégie pour l'avenir. Merci John Henley d'avoir été l'invité d'un jour dans le monde et merci aussi à vous Richard Place qui était en direct depuis Londres. La suite ce soir, ça se passe dans la jungle au fin fond du Guatemala. Des communautés ont obtenu le droit de s'occuper et de défendre leurs poumons verts, soit 65 000 hectares de forêt. Et pour aller jusqu'à 19h, Corinne Audouin sous les radars. On ira en Espagne. Le pays veut donner un statut spécial aux grands singes, ces animaux si proches de nous. Le Monde à 18h50. Bonsoir Christian Chesneau. Bonsoir. On va s'intéresser à la diplomatie navale de Vladimir Poutine vis-à-vis des pays des BRICS. Et Hélène, au pays des 50 États avec vous, Hélène Chevalier, depuis les États-Unis. Bonsoir Christelle, et ce soir je vous emmène à Baltimore rencontrer Billy, un des rares salariés d'Apple syndiqués. Et vous allez voir que son engagement a changé son vote.
À tout de suite, on repart en Angleterre, retrouver Yanis and the Yo. Le chanteur de Falls a pu réaliser son rêve, travailler durant 2 jours en studio avec le batteur nigérian Tony Allen, et ça donne l'envoûtant Rain Can't Reach Us. In troubled times, running away day to day. Low, we're hiding from the sky, and rain can't reach us. It's the fear of the day. Les forêts tropicales représentent la moitié des forêts dans le monde. Elles hébergent 60% de la biodiversité de la planète et stockent d'importantes quantités de CO2. Menacé par la déforestation, le Guatemala a cherché une solution. Ce petit pays d'Amérique centrale expérimente depuis plus de 25 ans un système de foresterie communautaire qui démontre qu'il est possible de sauver les écosystèmes. Installé dans une zone de plus de 2 millions d'hectares dans la réserve de la biosphère maya au nord du pays, 11 communautés ont le droit d'exploiter la forêt en échange de sa protection. Et c'est un modèle qui fonctionne. En 20 ans, le taux de déforestation est quasi nul dans la zone. C'est loin d'être le cas des parcs nationaux soi-disant protégés par l'État situé juste à côté. C'est un reportage de Gwendolina Duval. À travers la jungle dense de la biosphère maya, Rollery Ramirez et ses bûcherons se feraient un chemin afin d'atteindre un des arbres prévus pour la coupe. Au pied de l'acajou américain, ils renoncent et choisissent finalement un autre, plus vieux et malade. Si jamais l'arbre que l'on a prévu d'abattre au départ peut tomber sur d'autres plus jeunes, on préfère ne pas le scier pour ne pas les abîmer. Une trentaine d'hommes travaillent dans la concession d'Arbol Verde qui gère 65 000 hectares de forêt. Chaque saison, ils coupent des arbres au bois semi-précieux destinés aux marchés américains et européens. Jamais plus de 2 par hectare. Ça y est, il va tomber.
Les bûcherons ne reviendront pas pendant 30 ans, une période suffisante pour que les traces de leur passage dans la jungle disparaissent. Après tout le processus, on revient restaurer ce que l'on a détruit, pour le dire ainsi. On plante les arbres pour aider la nature à se reconstruire rapidement. Un peu plus loin, au centre de la réserve, la communauté de Washacktun est la plus grande. Les 700 habitants forment un gouvernement autonome qui a établi son système de gestion durable sur mesure. Ils vivent de la coupe des arbres, mais surtout des sous-produits de la forêt, comme la gomme naturelle ou le châté, des feuilles décoratives pour les bouquets aux États-Unis, et également un peu d'écotourisme. Nous vivons mieux que les autres familles de mon pays, le Guatemala. Dans ce village, tout le monde a la chance de manger 3 fois par jour. Toutes les familles ont accès à l'éducation. Erwin Mas est guide spirituel. Il s'est battu pour le renouvellement de la concession de Washacktun jusqu'en 2050. Cette connaissance que nous avons, nous devons la transmettre aux jeunes pour qu'ils aient les outils nécessaires pour réclamer à l'État un autre contrat de concession. Pas de 25 ans cette fois-ci, mais au moins de 100 ans. Et donc nos jeunes doivent se préparer pour montrer aux futures générations qu'il est possible de gérer durablement ces forêts. Les concessions forestières ne concernent qu'une partie de la réserve, le reste n'est pas aussi bien protégé. Le parc national Laguna del Tigre représente plus de 300 000 hectares de forêts et de zones humides. Il est censé être protégé, même intouchable en son centre, mais au lieu de cela, il est le lieu de nombreuses activités humaines et de trafic. Regardez ici, on peut voir toute la zone de la forêt dégradée. Regarde ce qu'ils ont fait, c'est pour l'agriculture. Giovanni Tutt dirige une station biologique au milieu du parc. À bord de son petit bateau destiné aux scientifiques et aux observateurs d'oiseaux, il traque les incendies provoqués par les envahisseurs, comme il les appelle, des habitants du parc qui s'approprient et disposent des terres illégalement. Le problème, c'est qu'une route énorme traverse le parc. Elle appartient à une compagnie pétrolière. Et donc il s'agit d'un accès facile pour tous les gens qui veulent entrer ici. Et aussi, il y a de l'élevage illégal. Les communautés qui vivent ici ne devraient pas. Officiellement, elles n'existent pas et le gouvernement les ignore. Ça fait plus de 25 ans que je suis ici et j'ai vu moi-même la manière dont la forêt a diminué. Si le parc avait la possibilité d'adopter une gestion similaire à ce que font les concessions forestières, je crois que ce serait génial. De retour dans les concessions, l'écologue Marie-Ange Ngobienne consacre ses recherches à appuyer le travail des communautaires avec une base scientifique. La spécialiste des forêts tropicales espère un jour voir ce modèle se répliquer ailleurs. L'idée, c'est vraiment faire de ces communautés un allié pour la conservation et pas se retrouver à avoir des aires de protection qui ont des objectifs positifs mais qui sont tout simplement pas implémentables de la meilleure manière dans ces cadres de vulnérabilité de population. On voit aujourd'hui qu'avec l'exemple du Guatemala, c'est tout simplement possible. Dans le monde, 1 milliard de personnes vivent au contact des écosystèmes forestiers. C'était un reportage en forêt de Gwendalina Duval au Guatemala. Les informations passées sous les radars à 18h42 mais qui n'ont pas échappé à Corinne Audouin. Attention, décollage, on part dans l'espace avec une jeune taïkonaute. Oui, c'est ainsi qu'on appelle les astronautes chinois. Wang Haojie a 34 ans. Elle décollera demain pour la mission Shenzhou 19, direction la station spatiale chinoise. Alors c'est la 3e chinoise à partir dans l'espace, mais la parité est encore loin. Wang Haojie est la seule femme ingénieure de vols spatiaux dans son pays. Avec ses 2 collègues masculins, droite comme un I derrière son pupitre, elle a confié son excitation. Wang explique qu'elle rêve de la station spatiale, de goûter aux joies de la pesanteur et de dire bonjour aux étoiles avant de rendre gloire à sa patrie. Le sourire figé, les cheveux tirés dans une queue de cheval impeccable, Wang Haojie arbore une combinaison bleue ornée du drapeau chinois. La mission est d'une importance cruciale pour la Chine. Il s'agit de tester la résistance du matériau lunaire avant d'envoyer un vol habité sur la Lune d'ici 2030 pour y construire une base internationale avec le drapeau rouge tout en haut. Direction l'Espagne maintenant, qui veut protéger les grands singes.
Oui, l'Espagne pourrait devenir le premier pays au monde à leur accorder un statut spécial. Un projet de loi prévoit d'éradiquer les pratiques menaçant l'intégrité et la dignité des grands primates. Gorilles, orang-outans, bonobos, chimpanzés sont des animaux sociaux comme les humains. Les faire vivre isolés dans une cage, leur couper les dents, ce sont des conditions indignes. Écoutez Olga Bellon, elle est primatologue à l'ONG Primadomus. Et ce n'est pas parce qu'ils nous ressemblent qu'il faut protéger et défendre les grands primates, dit-elle. Tous les animaux méritent protection et respect. Mais dit-elle, il faut bien commencer quelque part. Et c'est vrai que l'anthropomorphisme menace avec les grands singes. Ils souffrent en cas de privation sociale ou de séparation trop précoce de leur mère. Ils connaissent le stress et la dépression, car biologiquement, ce sont des hominidés comme nous. L'an dernier, le gouvernement espagnol a adopté une loi sur le bien-être animal. Il veut aller plus loin avec des mesures spécifiques pour les grands singes, interdire de séparer les mères de leurs petits, proscrire leur utilisation dans les films et spectacles. On ne sait pas ce qu'en auraient pensé les chimpanzés qui ont interprété Cheetah au cinéma. Allez, on termine notre voyage à New York avec un concours de sosie qui vire à l'hystérie. I love you, James, qu'on entend. Ce sont les fans. De qui d'autre? Timothée Chalamet, bien sûr. L'acteur américain, casquette sur la tête, s'est mêlé à un concours de sosie de lui-même. En plus d'être fan de l'AS Saint-Étienne, le garçon a de l'humour. Facile de le reconnaître. Pourtant, c'était le seul à ne pas être habillé en Willy Wonka ou en personnage de Dune et avoir coupé ses boucles châtain. Tout sourire au milieu de ses fans, il a fini par s'éclipser avant la fin. Et puis un des organisateur s'est fait embarquer par la police de New York pour concours de costumes non autorisés. Allez, pour l'anecdote, sachez que Charlie Chaplin avait fait la même chose. Alors lui avait participé au concours et il avait terminé, à votre avis? Je sais pas. 3e. Il n'était que l'ombre de lui-même. Absolument. Merci Corinne. On vous laisse repartir doucement avec le jeune Argentin Ignacio Maria Gomez et son Éden qu'il a baptisé Bélésia, un paradis perdu qui a des sonorités africaines. Benetinha de tan, ano bola, pono bola, benetinha de tan, ano bola, pono bola, benetinha de tan, anani senisa, pono la, manen satinho kumbelesia, balin satinho kumbe. Satinho com beleza, beleza, beleza. Ano bola, benetinha netan. Ano bola, benetinha netan. Ano bola, benetinha netan. Anani senisa, pono la, mbalen satinho kumbeleza, mbalen satinho kumbe, mbalen satinho kumbeleza, beleza kumbe. Senha po tumbolela, bandeta senha po tumbolela, imalo sindete e tondo baletancia ton sondela, tondo baletancia ton sondela, tondo baletancia sondela, tondo baletancia. Satinho com beleza, balin satinho com be, balin satinho com beleza, beleza, beleza. Un petit moment de douceur
20h avec Ignacio Maria Gomez et Bélésia. Le Monde à 18h50. Christelle Rebière. Le 18-20. Le Monde donc à 18h50 avec vous Christian Chesneau. Alors que l'armée russe grignote du territoire en Ukraine, Moscou multiplie les exercices navals avec les pays émergents, les BRICS, comme pour contourner l'OTAN et les Occidentaux. Oui Christelle, l'annonce aujourd'hui de manœuvres navales entre la Russie et l'Indonésie est une première qui s'inscrit dans un contexte de rapprochement entre les deux pays. Ces exercices auront lieu début novembre en mer de Java, près de la ville portuaire de Surabaya, siège d'une base militaire. Moscou enverra 2 corvettes, un pétrolier, un hélicoptère et un remorqueur. Il s'agit d'accroître les capacités et le potentiel de nos 2 flottes respectives, a fait savoir l'ambassadeur russe à Jakarta. Certes, le déploiement naval de Moscou est somme toute modeste et très symbolique, mais il traduit la volonté de Vladimir Poutine de multiplier les partenariats militaires avec les grands pays du Sud, comme l'Indonésie, qui a décidé de frapper à la porte des BRICS. Car le maître du Kremlin, Christian, s'intéresse aussi à la zone Indo-Pacifique. Oui, et d'ailleurs, il y a tout juste 1 an, la Russie menait des manœuvres militaires conjointes avec l'Inde dans le golfe du Bengale, avec notamment des exercices de lutte contre des frappes aériennes. Plus récemment, en septembre dernier, des navires de guerre russes et chinois ont réalisé des manœuvres communes en mer du Japon sur le thème de la défense des routes maritimes et de la protection des zones économiques maritimes. Tout cela dans le cadre du grand exercice Océan 2024 de la marine russe, qui s'est également déroulé en Méditerranée, en mer Caspienne et dans la Baltique. Au total, ce sont 400 navires, 120 avions et hélicoptères, 90 000 marins qui ont été mobilisés pour cette démonstration de force de la 3e marine mondiale, derrière celle de la Chine et des États-Unis. Justement, que recherche Vladimir Poutine en déployant ostensiblement ses forces maritimes? Il veut affirmer le statut de grande puissance de la Russie et le volet naval fait partie des instruments d'influence, mais surtout avec la guerre en Ukraine qui absorbe les efforts militaires russes. La marine permet à Moscou de projeter ses lignes de défense à l'extérieur, bref, d'obtenir une profondeur stratégique en mer. Ses bâtiments et ses sous-marins sont équipés de missiles moyennes et surtout longue portée qui peuvent frapper à plus de 2000 km de distance. C'est un moyen de désencercler la Russie face à l'étreinte des Occidentaux et de l'OTAN sur son flanc ouest. À cause de la guerre en Ukraine, les relations avec les Européens sont plombées et pour longtemps. La porte s'est refermée. Pour Moscou, il faut trouver des solutions alternatives. Vladimir Poutine met donc clairement le cap à l'Est et oriente ses coopérations militaires, économiques et énergétiques vers l'Asie. Au passage, ses 2 principaux clients en matière de pétrole et de gaz sont la Chine et l'Inde. Et donc tous ces exercices avec Jakarta, New Delhi ou Pékin participent à une forme de diplomatie navale qui permet de hisser le drapeau russe un peu partout sur les océans pour ne pas laisser le champ libre aux Occidentaux. Merci Christian, bonne soirée. France Inter. We are Americans. Hélène et les 50 États. Cette semaine, Hélène Chevalier, on part dans le monde merveilleux du syndicalisme chez Apple avec Billy. Oui, Billy travaille à l'Apple Store de Tucson, une banlieue de Baltimore, dans l'État du Maryland. L'un des 2 seuls magasins de la marque à la pomme syndiqués aux États-Unis. Alors certes, quelques organisations de défense du travail ont encore un poids important ici. Leur soutien est même précieux pour la présidentielle. Mais l'élan syndical que voulait apporter Joe Biden lors de son mandat n'a pas pris. Certains secteurs comme la tech sont même de véritables déserts syndicaux. J'avais donc hâte que Billy me raconte son combat. Il m'a donné rendez-vous à la terrasse d'un café de Baltimore. En route pour mon rendez-vous, j'ai été surprise par ces cris stridents provenant des dizaines de squelettes disposés devant une petite maison de ce quartier de Baltimore en apparence calme. Là, qu'est-ce qu'il y a? Des sorcières, des fantômes avec des draps. Et oui, c'est Halloween dans quelques jours et pas mal d'Américains dépensent des milliers de dollars pour décorer leur propriété. Avec parfois beaucoup d'humour, je peux vous dire que Trump est une grande source d'inspiration en bastion démocrate en tout cas. Mais fini la balade, il est temps de retrouver notre salarié rebelle. On parle musique pour commencer. Billy est guitariste, fan de métal et il a le look qui va avec, cheveux longs, barbe et sweat à l'effigie d'un groupe finlandais. Il me raconte son premier produit Apple, un iPod sur lequel il mettait toutes les musiques qu'il adorait avec son père. Mais il ne fait pas partie de ces salariés dont le rêve était de travailler pour la marque à la pomme. Honnêtement, j'ai trouvé un travail parce que j'en avais besoin et que je jouais au baseball à l'université et que ça s'arrêtait.
et que je devais déménager. À la fin de ses études, le job d'étudiant se transforme en temps plein. Il monte les échelons pendant 10 ans, jusqu'à la pandémie. Le Covid a révélé les nombreuses défaillances que j'avais ressenties au cours des dernières années. Vous savez, pourquoi je me sentais exploité. À savoir, jamais le même planning d'une semaine sur l'autre, rarement de jours de repos le week-end, des salaires proches du minimum horaire. Difficile à digérer quand son employeur est avec 3 milliards de dollars, la société la plus valorisée au monde. Quoi faire d'autre ? Il y a toujours la possibilité de démissionner ou vous entendez depuis longtemps parler des syndicats. Et devinez quel choix il a fait ? En juin 2022, Billy et plus d'une centaine de ses collègues font la une des médias. Towson devient le premier Apple Store syndiqué aux États-Unis. Je suis un artiste abolitionniste, végétalien et yogi, donc j'étais à fond dedans, bien sûr. C'est tellement amusant d'être en territoire inconnu. Notre musicien jubile, mais le bras de fer a encore duré 2 ans avant qu'un accord soit signé cet été. On a gagné, nous avons obtenu 10% sur la durée du contrat, 10% garanti pour des gens qui recevaient 0,2% d'augmentation, des gens qui étaient là depuis plus de 10 ans, et on vous dit qu'on ne va vous donner que 0,2%, pas plus $1. Donc c'est une sacrée différence. Mais est-ce que c'est ce que nous valons ? Non, je dois donc faire face à cette dualité en moi. Non, c'est loin de ce que nous valons. Ces droits devraient être accordés automatiquement lorsqu'une entreprise atteint un certain seuil. C'est le type de changement dont nous avons besoin pour faire évoluer ce pays, mais pour cela, il faudrait plus d'engagement des salariés. Malgré cette victoire, il n'y a toujours que 2 Apple Store syndiqués. Parce qu'Apple a beaucoup de ressources et qu'ils sont tellement brutaux dans leur campagne de désinformation. Et c'est tout. C'est totalement ça. Ils créent la peur dans les autres magasins. Notre équipe a encore, j'appellerais ça des cicatrices traumatiques. Billy ressort épuisé de ce combat syndical, mais un peu changé du point de vue politique. Dans le scénario Trump, il n'y aura probablement pas de commission du travail. Donc le choix est clair pour moi. Kamala? Pourquoi vous avez du mal à dire son nom? Non, j'ai pas envie d'en parler, parce qu'honnêtement, ce qui se passe en Palestine est insensé pour moi. Encore une fois, j'ai mon côté anarchiste, tout doit cramer, les 2 parties sont nulles, mais en fin de compte, la défense du travail est quelque chose qui m'affecte directement. Je pense donc que c'est mon égoïsme qui me pousse à voter pour ce camp, cette raison unique, parce qu'un jour, nous allons regarder en arrière et nous dire que nous étions du mauvais côté. Nous sommes en train d'anéantir des vies d'une manière insensée. Et pour éviter de penser à ce dilemme, Billy préfère se concentrer sur sa musique. Il faut que vous écoutiez ça. Promis, je l'écoute dans la voiture sur le chemin du retour. Hélène au pays des 50, à mardi prochain, Hélène Chevalier. Ce sera le jour J du vote pour les élections présidentielles américaines. Ici s'achève notre tour du monde, mais restez avec nous. À 19h, le journal de Xavier Demagny et ensuite le téléphone sonne. Bonsoir Thibaut Cavaillès. Bonsoir Christelle. Rédacteur en chef du 18-20 ce soir. On distribue les cartes et on lance les dés. Ou encore on sort les boîtes de Codenames, Top 10 ou les colons de Catane. Quand j'ai cité ces noms tout à l'heure à l'équipe du Telson, ça réagit. Vous avez Julie pour qui Codenames c'est super. On peut voir la complicité que l'on a avec notre partenaire de jeu, dit-elle. Top 10 là c'est plus pour exprimer sa fibre théâtrale. Pierre lui il aime bien quand il faut 3 jours pour comprendre les règles et 1 an pour finir la partie. Nous allons donc parler de ces moments partagés autour d'une table parce que c'est les vacances et que depuis le Covid, les ventes de jeux de société en France ont considérablement augmenté. Déjà des messages au standard pour nous parler de plaisir intergénérationnel, de temps d'écran en moins. Vous, Christelle, vous aimez ce sujet parce qu'à la maison, ça vous permet d'avoir des soirées pour vous quand monsieur est parti jouer avec ses amis. Dans l'équipe, j'ai juste... Il raconte tout. Dans l'équipe, laissez-moi finir, dans l'équipe, j'ai juste un souci avec Pauline. Elle me dit qu'elle n'est pas très jeu, mais le pari, c'est qu'à la fin de l'émission, elle s'y met. À vous de la convaincre en appelant le 01 45 24 7000. Même numéro pour une note vocale ou sur l'appli Radio France pour réagir. Je la sens bien cette émission. À tout à l'heure 19h20. Merci de passer de ce début de soirée avec nous sur France Inter.